C'est toujours un plaisir de participer au séminaire ECHO. Et je veux dire, c'est une longue tradition. Et donc, pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas ne pas faire, même avec un emploi du temps chargé. Je veux dire, c'était pour moi important, effectivement, d'être présent. Alors, je vais commencer effectivement par un titre qui s'appelle Épiphylogénèse et préhistoire, liens et possibilités. C'est effectivement ce qui m'a toujours intéressé, et puis ce qui m'a été un peu, je dirais, soufflé par Bernard à l'époque. Alors, comme toute histoire, on va commencer par la petite histoire. En fin de compte, c'est une histoire à 3 temps avec Bernard Stiegler. C'est un premier temps, c'est le temps ma première rencontre. Elle date des années fin des années 80, où il faisait un séminaire à l'école spéciale d'architecture de Paris, et où j'étais là, où je suis venu pas par hasard, par une amie qui m'a dit il y a quelqu'un qui va parler de Louroy-Gourhan. Et donc je suis venu et j'ai écouté. C'est la première fois que je voyais Bernard Stiegler. Et puis, comme parallèlement à cela, comme vous voyez sur la photo, j'étais déjà membre de l'équipe de Jacques Tixier et que je travaillais avec Louroy-Gourhan et que j'étais expérimentateur, j'ai commencé à l'interrompre très souvent et à lui dire, à lui donner une autre version et une autre vision de ce qu'il pouvait voir, lui, à travers Louroy-Gourhan. À la suite de ça, donc, nous avons été invités à l'UTC, dont une fois avec Jacques Pellegrin, pour venir faire des démonstrations de taille, parce que ça, c'est quelque chose qui effectivement fascine. Alors, je tiens tout de suite à dire que, contrairement à ce que peut vous dire Bernard Stiegler, non pas par esprit de contradiction, mais comme je l'ai vu dans une séquence sur YouTube, Bernard dire que c'est dangereux, qu'on peut se envoyer des esquilles dans les yeux et que c'est très difficile. Je veux dire que là, c'est faux. Je veux dire que j'ai des lunettes pour voir de près, et ça fait 40 ans que je travaille et je me suis jamais mis un éclat dans l'œil. C'est comme quand vous mangez avec une fourchette, a priori vous la mettez pas dans les yeux. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, ça s'appelle le savoir-faire. Donc c'est pas quelque chose de difficile. Mais ce qui était important, c'est que nous étions là confrontés face à des philosophes qui, je me souviens, il y avait Charles aussi qui était présent, et Charles doit s'en souvenir de ses premières démonstrations de taille, où je veux dire, bon, au début, ça nous a un peu, je dois avouer, un peu surpris. On avait l'impression d'être les macaques dans un laboratoire en train d'être étudiés par des grands savants. Mais il y a eu tout de suite un échange qui s'est produit, parce que nous avions nos propres mots, et les philosophes et épistémologues avaient leurs propres mots. Et en fin de compte, on parlait de la même chose, et Bernard a mis des mots sur ce que nous disions d'une certaine manière. Et donc, ce qui va suivre, après, ces propos seront une reformulation de nos propres propos. Mais ce qui est le plus important, à mon sens, c'est que peu de personnes connaissent, c'est qu'à la fin de ces années 80, et je ne pense pas que Charles le sache, on a fait une sorte de salon littéraire, parce que nous étions un certain nombre de préhistoriens en avoir marre de compter les cailloux sans savoir pourquoi on les comptait. Et nous avions décidé de faire comme au XVIIIe siècle, chaque mois, nous avions un petit groupe qui était composé donc de Jean-Michel Jeunesse, qui était à ce moment-là le directeur des Antiquités, François Sigaud, qui était ethnologue, était donc aussi un ami d'Audricourt, Van der Merch, qui était un paléontologue, et Bernard Stiegler et moi-même. Et nous discourrions sur Néandertal, la technique et la cognition. Ça a duré pratiquement plus d'1 an. C'était des discussions informelles autour d'une tasse de thé et des petits gâteaux. C'est-à-dire, c'était un cercle, je dirais, qui fonctionnait très bien. Et à un moment donné, nous avons décidé d'organiser en 91 une table ronde qui s'est déroulée, je ne me souviens plus, sur 1 ou 2 jours, où donc les différents intervenants cités là, donc Jean-Michel, François, Bernard et moi-même,
sommes intervenus. Et en fin de compte, il n'existe rien de cette réunion, si ce n'est un enregistrement sonore. J'ai toutes les cassettes. Donc, si un jour quelqu'un est intéressé, je dispose de cette. Alors, c'est d'autant plus important parce que à partir de ce moment, Bernard Stiegler va entamer un séminaire qui s'appellera Du silex à l'hypertexte en 92, et donc qui fait suite directement à ces 2 ans ou 3 ans de réflexion. Et puis en 94 sortira le livre La technique et le temps, la faute d'Épithémée, où en fin de compte, beaucoup de choses qui avaient été dites, en tout cas discutées, vont apparaître dans ce livre. Donc on voit que ce livre, en fin de compte, il s'est forgé par des discussions, je dirais, des fois très longues, ça peut durer 4-5 heures, où François Sigaud, ami de Dricourt, ami de Leroi-Gourhan, moi-même travaillant avec Tissier, Leroi-Gourhan, Van der Merch, travaillant dans d'autres écoles, disons qu'il y avait une espèce de vraiment d'émulation qui a permis, je pense, à ce livre de sortir. Notre dernière rencontre date de 1997 et mis à part des réunions à l'UTC, la dernière rencontre officielle, vous voyez sur cette photo, moi-même avec une cravate à droite et Bernard en train de discuter avec mon épouse. Il faisait partie de mon jury donc d'habilitation à diriger des recherches. Et c'est la dernière fois où effectivement nous avons discuté. Et c'est terminé là. Alors moi j'utilise une phrase un peu particulière, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, Bernard Stiegler ne reviendra plus du côté obscur du passé de l'homme, mais se tournera vers les sociétés contemporaines avec son association Ars Industrialis. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, souvent dans les discussions ou dans des interviews, il continuera toujours à faire référence à la préhistoire, où il intégrera toujours la préhistoire, voire l'éthologie, mais c'est une préhistoire leroi-gourhanienne. C'est comme si, je dirais, il y a eu pas une rupture, mais une distanciation qui s'est opérée, où je pense que Bernard s'est intéressé au présent et a vécu sur un passé de la préhistoire, sur une certaine façon de voir la préhistoire, et qui a complètement changé, je veux dire, qui parallèlement évoluait et a changé. Et donc, pour lui faire honneur, donc je suis reparti de 2 textes qui me semblent importants, qui sont présents dans, je me souviens plus de son livre, mais ça va me revenir, c'est Philosopher par accident. C'est un petit livre assez intéressant. D'ailleurs, c'est la seule fois où il fait référence à ce groupe de travail. Donc, ce texte, je vous laisse le lire et je vais présenter le même texte, mais en soulignant effectivement des mots qui font écho aux discussions que nous avons eues. C'est surtout, c'est sur ce chemin de la mémoire que j'ai retrouvé la technique. Donc, et je crois que mémoire et technique, ça a été effectivement les toutes premières associations de mots qui sont apparues. Et je me souviens très bien, je dis, c'était la question quand ils nous voyaient tailler, ils disaient mais à part, comment vous faites pour retrouver ces gestes? Comment vous faites pour retrouver? Bon, on a expliqué, je vais pas entrer dans le détail, mais il y avait effectivement donc la mémoire est devenue tout de suite la question, je veux dire, d'où vient notre mémoire? Quelle mémoire utilisions-nous pour reproduire ces objets? Et puis, il y a un mot dans cette phrase, dans cette phrase, il y a le mot technologique qui est utilisé, je dirais, dans le sens leroi-gourhanien du terme et absolument pas dans le sens, j'allais dire, simondonien du terme, voire boédien du terme, puisque maintenant on utilise le terme boédien. Donc, je tiens à faire une petite distinction, mais en tout cas faire attention. La technologique de Bernard Stiegler n'est pas du tout la technologique que nous utilisons nous maintenant. Et puis, il y a aussi évidemment le fameux problème d'extériorisation.
extériorisation qui, pour Bernard, était vraiment très importante puisqu'il revenait sans cesse. Et voici une autre phrase que j'ai tirée effectivement de ce petit livre. Et oui, effectivement, la même chose. Il y a des mots importants dotés d'une mémoire artificielle. Alors, actuellement, vous le verrez vers la fin, je dirais que la mémoire artificielle, c'est de quelle mémoire parlons-nous? Et on verra que c'est le problème de confusion possible entre la mémoire de l'autre et la mémoire et ma propre mémoire et ce que je fais effectivement de la mémoire de l'autre. Bon, on verra ça sur un plan épistémologique à la fin. Et puis, le problème de la matérialisation du temps. Et ça, c'est quelque chose que l'on va effectivement se rendre compte. C'est que dans cette phrase, nous sommes dotés d'une mémoire artificielle qui soutient la transmission des questions de génération en génération parce qu'elle permet la matérialisation du temps, son espacement, sa spatialisation, sa conversion, sa réactivation, et ainsi de suite. Le problème, cette réactivation du temps, ça marche si j'ai la personne en face qui est capable de me transmettre cette mémoire. Or, est-ce que tous les objets de la préhistoire me transmettent une mémoire? Est-ce que je suis capable, je reviens en arrière, est-ce que j'ai l'information de la génération précédente? Évidemment, sur le temps long, la réponse sera non. Donc, il va y avoir cette notion de temps, de distorsion du temps qui va entraîner effectivement des problèmes de mémoire. Et donc, la relation entre la mémoire et la technique, ce n'est pas aussi simple que ça, et c'est quelque chose qui nécessite un contrôle. Donc, je veux imaginer un dialogue, j'imagine un dialogue avec Bernard Stiegler, que je n'ai jamais tenté de relancer parce qu'à travers ses écrits, je voyais qu'il était ailleurs et à chaque rencontre qu'a pu organiser l'UTC, Bernard venait ou venait pas. Donc ça a toujours été difficile. Donc je ne suis pas philosophe, donc je n'ai pas cherché à philosopher, mais nous, en tant que préhistoriens, nous sommes chargés d'explorer le temps long où se sont exprimées ces mémoires. Et je vais tenter effectivement d'apporter ce que nous avons fait depuis 20 ans et de montrer les nouvelles trajectoires et ainsi de montrer que quelque part, si Bernard Stiegler avait accepté ce dialogue ou continué ce dialogue, peut-être qu'il aurait été encore plus fructueux. Alors, le phénomène d'extériorisation, ou plutôt désextériorisation, c'est quelque chose que je vais pas vraiment travailler, comment dirais-je, je ne vais pas essayer d'approfondir ce sujet-là, je vais être très court. Il y a une première extériorisation qui est d'une façon évolutionniste à la façon de Leroi-Gourhan. Et l'outil est un phénomène est pris comme un phénomène d'extériorisation qui apparaît au fil du temps depuis les premiers paranthropes pour Leroi-Gourhan. Et milieu intérieur et milieu extérieur vont se combiner au fil du temps et qui vont se traduire par une meilleure adaptation de l'objet à son milieu extérieur. Alors que, bon, déjà là, il y a un premier problème, c'est qu'effectivement, un tranchant de silex qui date de 3 millions d'années coupe aussi bien qu'un couteau en céramique. Et quel que soit le milieu extérieur, je veux dire, un tranchant, ça coupe. Après, donc, il y a des façons sous-jacentes, le paradigme de l'équation, il y a de façon sous-jacente le paradigme biologico-culturel chez Leroi-Gourhan, et qui va tout perturber. Et en fin de compte, ce sera qu'à partir d'Homo sapiens, l'homme moderne, donc vous, moi, où effectivement, nous allons nous extérioriser totalement de notre milieu intérieur. Et c'est parce que nous allons nous extérioriser de ce milieu intérieur, qui est nous-mêmes, que nous allons pouvoir effectivement permettre cette meilleure adéquation avec le milieu extérieur. Donc, et ce mouvement est souvent nommé progrès. Et il suffit de reprendre Tinland, par exemple, qui est un exégète de Leroi-Gourhan, où on voit que la notion de tendance est assimilée à la notion de progrès.
Mais il y a une autre façon de voir l'extériorisation comme une façon purement matérielle de résoudre un problème qui est dénué de tout anthropocentrisme. Les faits voulant alors donner raison à la seconde façon, relançant le rapport logique ou non entre le biologique et le culturel. Et c'est là où, effectivement, peut-être est l'apport de notre discipline. Bon, là je remets ici, bon, je mets le problème de la perception, dirait Simondon, mais j'ai pas voulu, j'ai pas pu m'empêcher de remettre cette phrase, le problème de l'organisation de la matière inorganique, qui une fois devenue matière inorganique organisée, permet à la fois une extériorisation et une intériorisation simultanée chez l'homme. Bon, je vous laisse lire la suite. Simplement, j'ai remis cette phrase parce que si Charles s'en souvient, oui, c'est exactement suite les mots qui ont été, la question qui m'a été posée lorsque j'étais en train de faire l'expérimentation devant vous. Cette espèce de matière inorganique qui était témoin effectivement d'un savoir, qui était porteur d'un savoir. Je veux dire, ça c'était... Bon voilà, donc je n'ai pas pu m'empêcher de la mettre. Alors, le problème de l'extériorisation, ça pose un problème. Ça pose un problème, je veux dire, qui a été remis en cause récemment à partir de 2012, car effectivement, l'outil comme... l'outil, je ne parle pas, je veux dire, de l'éthologie actuelle, hein, je veux dire que le problème des outils et des premiers outils comme étant la manifestation effectivement de l'homme ont été remis en cause il y a 3 millions d'années. Alors je vais faire un petit peu d'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a en 2012, donc Sonia Armand et une équipe financée par le ministère européen des Affaires étrangères a retrouvé donc au Kenya un site. Et dans ce site, il a été retrouvé un objet et je vais vous le... Donc pendant 3 minutes, cet objet-là, voilà, donc c'est un bloc, je vais vous voir, je vais vous le commenter parce que pour vous, ça doit être quelque chose effectivement d'incongru. Au fur et à mesure, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire, il a été trouvé en place, donc on voit bien que les bords sont frais, on voit qu'il y a beaucoup de travail dessus, et puis à côté, il avait été trouvé du premier objet, un deuxième objet qui est un éclat, qui présente toutes les caractéristiques humaines d'un éclat. Là, on le voit avec la couleur naturelle. Et puis, une chose qui est extrêmement rare, déjà dans la nature, en conditions normales, c'est qu'il y a eu effectivement un remontage qui a pu être fait. Et ce remontage montre effectivement que bon, tout n'a pas été remonté, mais permet de montrer que le site dans lequel il a été trouvé était effectivement un site archéologique. Alors, je vais vous montrer effectivement le problème que pose cet objet. Il est de 3,3 millions. Donc, à gauche, vous avez l'objet avec ici, donc, vue de face. Là, on voit en partie sa face inférieure et puis une partie de la face opposée au tranchant. Et je vais vous faire une analyse technique. Je vais vous montrer que ce que l'on fait maintenant, c'est que quand on va effectivement analyser techniquement cet objet-là, et pas technologiquement parlant, techniquement, c'est-à-dire qu'on fait de la technique de base, on voit qu'il y a un dos naturel et une surface plane. On voit qu'il y a 2 dos qui sont aménagés et qui vont effectivement donner ce caractère un peu quadrangulaire. Et on voit le nombre de gestes, et encore le nombre de flèches ne représente pas le nombre de gestes, il y a plus de gestes, et on voit effectivement l'aménagement d'un tranchant et d'une pointe qui va se dégager. Si on fait une analyse basique, voilà comment ça se présente. Dos latéral, dos opposé, surface plane, contact transformatif avec le petit bout orange. Si on fait une analyse artisanale, on retrouve exactement un objet purement classique. Et je peux vous donner des objets strictement identiques qui datent du monde Inca, si vous voulez, qui montrent qu'effectivement, que le volume, que cet objet n'est pas un outil en devenir, que cet objet est un outil que, si nous utilisons le terme simondonien, est un outil de type concret,
et qui est fait à partir d'un bloc qui est effectivement dont le volume a été calibré et en phase finale, une fois que les critères sont obtenus, et en particulier la surface plane, vous pensez à vos burins, à vos bédanes, et vous verrez que tous vos outils ont une surface plane. Cette surface plane a été inventée il y a plus de 3 millions d'années. Et voilà ce qui se passe. Donc, nous avons affaire à un outil normal. Il date de 3 millions d'années. 3 millions 3, pardon. Et je peux vous dire que nous avons même des outils qui seraient encore plus vieux dans cette région. Le problème, c'est qu'une fois qu'on parle d'outils, il faut parler des acteurs. Petit tableau des acteurs. La date de 3 millions 3 élimine d'emblée la lignée humaine, d'emblée nos camarades Paranthropus, et à partir de là, on est effectivement dans un monde d'australopithèques et de différents types d'australopithèques, parce que australopithèque, c'est comme si je dis homme, hein, il y a différents types d'individus. Donc, c'est un monde que l'on ne connaît pas. Et donc, ça veut dire que les premiers outils, et pas des pseudo-outils, des outils que l'on retrouve actuellement avec les mêmes volumes, les mêmes tranchants transformatifs, donc la même construction volumétrique, donc les mêmes intentions techniques, ont été produits à 3,3 millions d'années, voire même avant. Donc, le processus d'extériorisation, je dirais, qui serait lié à l'homo, est totalement, je dirais, actuellement érodé. Si on s'amuse à faire un petit travail éthologique, où on regarde ce qui se passe actuellement, la matière première minérale n'est pas modifiée par aucun des primates. Les primates utilisent un caractère affordant, une enclume, un percuteur. Il n'y a aucune transformation de la matière minérale. La seule matière première qui transforme, c'est le végétal, pour faire effectivement des bâtons, pour aller chercher du miel lorsque les éthologues leur donnent du miel, ou des termites, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien que là, nous avons la fabrication d'un tranchant minéral. Donc, n'allons pas chercher une filiation technique entre, je dirais, des gorilles ou des macaques ou des chimpanzés, leurs ancêtres, et ces outils-là. Je veux dire que dans le domaine technique, il n'y a rien à voir. Le domaine technique des chimpanzés ou des macaques actuellement est un domaine technique qui est vraiment très, très spécifique et qui n'a rien à voir avec ce premier outil. Et quand on se lance dans des analyses techniques, on se rend compte que voilà, je mets là les premiers outils, et puis lorsque l'on va s'amuser à voir en termes de complexité technique en tant qu'expérimentateur, on va voir que la complexité technique, elle apparaît très très vite. Je veux dire qu'il n'y a pas ces stades d'évolution avec le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Si on utilise des termes simonondiens, nous allons voir que des lignées techniques vont apparaître et que le caractère concret de chacune des objets appartenant à ces lignées apparaît très très vite, et voire même on a un outil qui s'appelle le biface qui naît concret. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans une lignée, cette lignée, cet objet est né concret. Et pour intéresser je fais un petit détour, c'est que le problème du biface dans l'évolution des hominidés, qui est montré comme étant un stade technique, en fin de compte, c'est quelque chose de concret. Et c'est en allant en Amérique du Sud où j'ai compris que le biface était concret, parce qu'en Amérique du Sud, j'ai retrouvé tous les stades techniques, du stade abstrait au stade concret. Donc se pose le problème du monde méditerranéen où on voit apparaître des objets qui ne vont pas suivre effectivement une évolution et qui vont apparaître d'une façon concrète. Et on comprend le pourquoi de cette concrétude, entre guillemets, avec ce qui se passe avant et avec ce qui se passe après. Mais ça, ce serait un autre débat. Parce que, donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas effectivement ici un schéma en escalier, en marche d'escalier, mais on a bien quelque chose qui montre que, quelles que soient les lignées sur lesquelles on travaille, on va avoir affaire à des niveaux techniques pas de plus en plus complexes, dès le départ complexes. Donc l'outil n'est pas une extériorisation de l'homme
mais d'hominidés non humains. En revanche, les changements techniques apparaissent, et c'est ça qui est fondamental dans ce tableau-là, c'est que les changements techniques, c'est-à-dire que l'apparition d'une diversité, d'une variabilité, elle apparaît avec la rencontre de l'homme. Je veux dire, c'est la rencontre de la lignée humaine et d'objets techniques déjà, je dirais, concrets, qui va, à un moment donné, créer cette évolution-là. Donc, l'idée que je mets, donc il y aurait effectivement une coévolution entre l'homme et la technique, mais c'est une coévolution entre l'homme et les changements techniques. C'est-à-dire que l'homme serait en partie, la lignée humaine, en tout cas ce que l'on voit, c'est que la lignée humaine serait la responsable de cette instabilité technique. Je préfère au mot changement le terme d'instabilité, parce que les changements, on y voit la notion de progrès. Or, si vous me donnez n'importe quel rhinocéros ou cerf ou n'importe quoi, je peux, avec tous les outils fabriqués par Rudolf Hensi, Ergaster, Georgicus, Homo erectus sapiens, bon, tout ce que vous voulez, je peux vous faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, effectivement, d'efficacité. Donc, l'adéquation biologico-culturelle est quelque chose qu'il faut revisiter de façon différente et l'analyser sous d'autres angles. On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe là. Alors, je fais référence à ce tableau-là parce que souvent, d'abord, je le vois souvent apparaître. Ce tableau, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule temporalité, même si effectivement on indique que cet objet-là est plus vieux que celui-ci. En fin de compte, la préhistoire, et on ne dit pas les préhistoires, on dit la préhistoire. Je veux dire, on dit des histoires, je vais vous raconter des histoires. Et la préhistoire est souvent vue comme une temporalité, je dirais, monobloc. Et cette temporalité monobloc, évidemment, il y a une diversité à l'intérieur. Elle s'explique, cette diversité, par une espèce de continuum évolutionniste et qui était portée par la notion de tendance de Leroi-Gourhan. Et ces notions de tendance, quand on relit Leroi-Gourhan, qui s'explique peu en termes, qui est peu loquace sur cette notion-là, il faut vraiment chercher dans ces textes, on voit que la notion de tendance, c'est une meilleure adaptation de sa fonction à son milieu extérieur. C'est qu'une fois effectivement bon, je ne rentrerai pas dans le détail. En tout cas, ce tableau-là, les analyses tracéologiques effectuées dès les années 80 avaient montré que c'était totalement faux, qu'un objet comme ça peut très bien servir à racler la peau comme la couper, et en fin de compte, vu dessiné comme tel, c'est une erreur. C'est comme si je dessinais en disant « je vais vous dessiner un homme » et je vous représentais un humain sans sexe, ou une femme et je vous représentais une femme sans sexe, vous me diriez il y a quelque chose qui manque. Donc, tous les objets qui sont ici, qui sont représentés, sont des objets qui sont représentés tels que le préhistorien le voit et qui ne correspond en rien à la réalité. Les seuls vrais objets que l'on peut dire qui correspondent à une réalité, c'est les objets I et J. Ça, on le savait depuis les années 80. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes confrontés au temps long. Donc, la réalité de la technique sur le temps long est bien plus complexe. De par la position des objets dans leur lignée, je veux dire qu'un objet peut effectivement, un outil peut se comprendre, deux outils peuvent être identiques, mais appartenant à la même lignée, car je veux dire, possédant les mêmes principes techniques et le même mode de fonctionnement, mais être différents. Donc, c'est le même outil, bon, mais ils ont des positions différentes, leur spatialisation. Et là, il y a eu un problème, je dirais, qui a touché toute la préhistoire, c'est qu'on a européano-centré, ou on a, je dirais même, on a méditerrano-centré la préhistoire, et on a vu la préhistoire dans le monde à partir de la Méditerranée. Quand vous travaillez dans le monde américain, et entre autres, ou l'Amérique du Sud, et dans toute l'Asie, ou du Sud-Est, du Sud-Ouest, je dirais, tout ce qui est au-delà tout ce qui est à droite, on va dire plus simplement du Bangladesh, en regardant une carte, je veux dire, ce sont des mondes qui sont différents.
Et donc, on ne peut rien comparer, et si on utilise l'illémorphisme, la forme pour travailler sur ces continents-là, on va dire globalement n'importe quoi. Donc, la connaissance de ces univers a été rendue possible, en fin de compte, non pas en le regardant comme on le verra, mais en l'interrogeant et en essayant effectivement de s'écarter de cette perception sensible, car cette perception sensible, c'est une perception de l'extérieur, c'est une perception extérieure de l'objet. Je dirais, si la bougie de Descartes, on dit toujours que c'est de la bougie, c'est que parce qu'on connaît la structure de la bougie qui nous permet de dire qu'effectivement cette structure va changer en fonction de certaines conditions extérieures, mais ça reste effectivement de la bougie. Et bien, en fin de compte, un caillou, on ne peut pas le voir de l'extérieur, on peut le voir maintenant de l'intérieur, pardon, on ne faisait que le voir de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une prise en compte de l'artefact dans sa globalité? C'est percevoir l'artefact non seulement comme ce qui se donne, ce qui nous parvient, l'artefact donné dans des conditions archéologiques, mais c'est surtout une des phases de sa propre genèse. Évidemment, là, je fais appel à Simondon. Artefact comme Ikenok, structure plus forme, c'est le temps court. Et l'artefact comme une des phases de sa propre genèse, c'est l'individu plus le milieu associé, c'est les lignes tectiques, c'est le temps long. Alors, on pourrait y voir d'ailleurs épigénèse et phylogénèse, si on pouvait faire une analogie en termes. Mais s'interroger sur le temps long, c'est aussi confronter les mots. Les mots mémoire, trace, épigénétique, phylogénétique, structure. Nous parlons de la mémoire comme un tout à conquérir, globalisant les différents aspects de l'être humain, technique, sociétal, symbolique, mais le temps long de la préhistoire n'introduit-il pas la nécessité de s'interroger sur le fond mémoriel qui nous parvient? Le temps long ne distend-il pas la mémoire à en rompre le lien que nous avons avec elle? Et la notion de tendance, le roi Gouragnia, est une façon de pourvoir artificiellement à cette distanciation, mais dans la pratique, elle la cachait. L'analyse de type simondonienne, c'est simondonienne, il y a une faute, ne serait-elle pas la solution? Deuxième chose, les traces que porte chaque objet nous informent-elles uniquement à partir de ce qu'elles nous montrent? Doit-on se contenir à une perception sensible ou doit-on aller au-delà? D'où la question, savons-nous quoi chercher? Ça, c'est le problème fondamental qui est sans cesse renvoyé par les étudiants. Et le dernier point que l'on évoquera, c'est de quoi la mémoire épiphylogénétique que nous retirons de nos analyses est-elle la mémoire? Nous travaillons sur un je, en réalité multiple, celui de chaque homme et de chaque femme de la préhistoire, devenu pour nous en réalité un il, un autre, de par le phénomène de distanciation temporelle vis-à-vis de nous, évidemment. De notre perception sensible, le je de l'autre devient le je de nous-mêmes. Que contrôlons-nous alors? Ne faisons-nous pas la confusion entre un autre nous et un autre que nous? Un Janus fait de je, et j'ai mis entre parenthèses avec un S, qui projette l'artefact dans un monde qui n'a jamais été le sien. Alors, là, j'ai passé assez rapidement parce que les gens pourront voir effectivement le PowerPoint qui dure encore 3 heures. Je vais passer là-dessus parce que je vais revenir sur le dernier point qui va m'intéresser. Les différents statuts d'extériorisation des hominidés, ça vous le lirez, c'est pas compliqué. Il y a une chose que je voudrais vous montrer, c'est que la réalité, c'est ça. Nous sommes là. Si je vous montre une fourchette, il n'y a pas de problème. Vous le savez, vous connaissez, la mémoire est pleine. Nous, on travaille sur des objets où c'est du fromage râpé. On ne sait pas si c'est du Cantal, si c'est du l'emmental, si c'est du Cantal, de l'emmental, ou du Gruyère. Voilà, je veux dire. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de trous. Donc, tout notre travail va effectivement de savoir poser les questions en fonction de chacune de ce potentiel mémoriel que nous ne connaissons pas. Vous voyez, le double problème, c'est que nous ne savons pas quelle mémoire il recèle. Et l'autre problème, c'est effectivement
quelles sont les questions? Est-ce qu'on a le droit de poser les mêmes questions au statut 1, au statut 2 ou au statut 3? La réponse, évidemment, est non. Je passe. Donc, il va falloir qu'on sorte de cette aporie de la perception, c'est-à-dire d'un objet qui est un point dans l'espace, à effectivement un cône qui est imité. Là, j'utilise le cône de Bergson. Bon, là, c'est les théories simonondiennes, donc je passe, les gens le liront. Donc, c'est rapidement, la question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'un artefact? Comment fait-on pour aller à un artefact? Un artefact, c'est un objet qui est extrêmement compliqué. C'est à la fois, il possède des traces de son acquisition, avec une quantité de connaissances et de savoir-faire. Il possède des traces de sa transformation. Il permet effectivement d'obtenir ça. Il possède des traces de sa production pour obtenir cela. Tout un objet a cette somme de connaissances. C'est la boîte à outils. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas travailler sur un seul objet. On est obligé de travailler sur une somme d'objets. Et pour comprendre l'artefact, il faut travailler sur des traces. Et pour travailler sur des traces, on va utiliser deux conceptions. Une conception artisanale, classique. Je vous l'ai déjà présenté, je vous présente un couteau, là je vous présente un objet aborigène. Et puis une conception ergonomique, qui est celle de Rabardel, que nous utilisons, qui nous permet de dissocier effectivement l'artefact et les différents phénomènes d'instrumentalisation qui vont construire l'artefact, de l'outil qui est l'artefact plus le schéma d'utilisation, et donc le schéma d'utilisation va lui-même apporter des contraintes technico-fonctionnelles qu'on appellera les contraintes liées sur l'instrumentation. L'éclairage de Simondon, en fin de compte, a été fondamental, car avec cette notion de structure additionnelle et de structure intégrée, je renvoie à un livre que j'ai écrit en 2013 qui nous permet effectivement de comprendre certains outils comme ceci et de démontrer que seul compte le tranchant, qu'importe la morphologie, la silhouette restante. La seule chose qui est constante, c'est le tranchant. Et on voit bien que là, on a affaire à des objets de type abstrait, c'est-à-dire que pour fonctionner, qu'importe la partie multicolore, le principal, c'est qu'il y a la partie verte. Donc, on est bien dans des structures abstraites. Et puis, on va avoir des objets qui, eux, vont être totalement intégrés. Ici, c'est une intégration totale, c'est-à-dire que ces objets ne sont pas retouchés, ce sont des outils produits directement. Vous avez une autre catégorie d'objets où on va produire des lames et on va intervenir sur ces lames pour leur donner des caractères techniques très spécifiques. Une autre catégorie d'objets où on voit effectivement un travail extrêmement important, où on va voir, et ce travail important, c'est un travail de mise en synergie de l'ensemble, effectivement, des différentes parties de l'objet, et que ces objets vont, dans leur lignée, effectivement, être considérés comme des objets concrets. Donc, évidemment, à partir de ces moments, on peut suivre dans le temps des lignées d'artefacts, des lignées de production, mais une chose qui est importante, c'est que ces lignées, elles ont déjà trajectoires différentes. Ces trajectoires, elles sont produites par l'humain, par le social, évidemment. Et c'est pour cela qu'on parlera de coévolution. L'artefact technique est à la fois constitutif et constituant de l'humain. Et je voudrais finir là-dessus avec le problème du double jeu, qui, à mon sens, est le problème le plus important, car nous voyons l'objet comme un miroir. À travers lui, nous nous projetons, ou ce qui est pareil, on essaie d'interroger l'objet avec des questions auxquelles il ne peut pas toujours répondre. Pardon, excusez-moi. Nous sommes confrontés donc à une double contrainte, ce que j'appelle le double jeu, le jeu de l'homme et de la fin de la préhistoire et le jeu du préhistorien. Et si la mémoire est une trace des possibles, c'est dans le cas présent la trace d'un passé porté par la matière qui nous révèle l'existence d'une mémoire qui a laissé des traces. Mais cette mémoire ne nous a pas été transmise puisque l'artefact a été réalisé hors de notre temps, c'est-à-dire hors du réel observant et analysant, une réalité à jamais passée. Nous nous retrouvons devant la difficulté de nous dire que si l'artefact porte en lui des stigmates techniques, et si ces stigmates sont les traces de l'application de connaissances et de savoir-faire transmis grâce à la mémoire, dans le cas qui nous préoccupe, cette mémoire n'est plus une trace puisqu'elle a été effacée par le temps.
Et pourtant, l'artefact a perduré à travers le temps et se retrouve à présent réobservé dans un présent qui n'est plus le sien, mais qui le projette dans le champ spatio-temporel d'une analyse. En fin de compte, nous sommes confrontés à un problème d'ordre gnoséologique. Il ne s'agit pas de dire que l'artefact porte en lui une mémoire épiphylogénétique, car il s'agit d'une vérité, et bien qu'elle soit nécessaire, elle n'est pas suffisante. En effet, la transmission de la mémoire a été interrompue, faute au temps, l'oubli, aux possibilités restreintes de la retrouver. Il s'agit de la même situation vis-à-vis d'une écriture antique dont nous posséderions la trace mais plus le sens. D'où la question que nous formulons ainsi. De quoi l'histoire d'une trace sans mémoire est-elle l'histoire? Mais en réalité, avons-nous un jour posé cette question du de quoi? Ne nous contentons-nous pas de répondre à des questions plus simples comme qui, quoi, comment? L'archive archéologique n'est plus qu'un lieu, une réalité où le je du sujet a disparu, s'est dissous. Il est devenu il, lui, l'autre. En d'autres termes, le je a changé de porteur suite à une altération spatio-temporelle où s'est mis en place un double jeu du je. Le je du protagoniste est devenu le je de l'observateur, le moi-je de l'observateur face à l'observé, pour le dire autrement, face à ce qui est regardé et ce qui nous regarde. Autrement dit, l'artefact en soi, vécu par celui qui l'a produit, est une sorte de noumène extérieur à notre réalité sociétale. Mais objet d'étude, il est devenu phénomène tel qu'il nous apparaît à nous, savants. S'il reste un objet archéologique à valeur épistémologique, le sujet se trouve effacé, changé au cours du temps. L'artefact devient alors le produit d'une construction intellectuelle œuvrant à une nouvelle épistémée, soumise aux aléas du temps, des hommes et de l'espace. D'où la question de savoir comment nous pouvons nous trouver dans deux épistémées à la fois, celle de l'homme et de la femme de la préhistoire et celle du préhistorien. Ou dans une troisième, celle d'une médiance, d'un entre-deux possible entre spatialité et temporalité, et je vais finir là-dessus. Le problème de la médiance, c'est d'abord un travail de spécialiste. Tout le monde peut collectionner des cailloux, cela n'en fera pas un préhistorien. C'est un travail qui nécessite de se remettre en question pour ne plus tomber dans le piège de l'illémorphisme. Cela suppose un temps d'analyse bien plus long pour essayer d'abaisser la distanciation mémorielle. Cela renvoie à un temps que nous devons utiliser pour poser les bonnes questions, les nouvelles questions qui permettront de donner un sens à ce que nous voyons, autrement que par une perception sensible, et qui serait au plus près du je de l'homme et de la femme de la préhistoire. Le fait de poser ces nouvelles questions est ce qu'il y a de plus difficile. A priori, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le terme d'épiphylogénèse peut devenir aporétique comme un arbre cachant la forêt. Pour en sortir, une approche artisanale, ergonomique, qui doit être utilisée combinée à une approche technogénétique simondonienne, à la lumière du problème de la médiance, est capable de nous en sortir. Cela permettra de prendre en compte les statuts différents des extériorisations produites par le passage du temps long. La recherche de la mémoire épigénétique nécessite un nouveau questionnement de la trace artisanale ergonomique. Les expérimentations, souvent non mises en avant, sont pour la plupart d'entre elles seulement des expériences de copistes qui reproduisent des formes et qui participent à l'égarement scientifique. La mémoire phylogénétique doit introduire la notion de lignée technique dans le sens simondonien du terme. Une réflexion épistémologique doit constituer la base de tout nouveau questionnement. D'un autre nous devons de concevoir un autre que nous en signifiant sa spécificité et son individualité.